Bien, Madame Audrey Peyroux, je vous découvre, hein. On m'a fortement recommandé de vous accueillir, C'est vrai? oui, et de vous laisser parler. Donc, je vais vous laisser vous présenter dans un premier temps. Donc moi, je suis Madame Perrault, je suis présidente du CVS depuis 2 ans. Je suis arrivée au sein de l'EPNAC de Lyon en janvier 2022. J'ai fait une prépa et j'ai commencé à être élue en septembre 2022 en tant que présidente du CVS. J'ai une reconversion professionnelle handicapée parce que je suis atteinte d'une maladie invalidante. J'ai pas du tout honte, je peux en parler facilement. J'ai la fibromyalgie, donc j'ai dû arrêter ce métier de coiffure et j'ai pris la reconversion de secrétaire assistante au sein de l'EPNAC de Lyon. Je viens de Paris et je voulais arriver sur Lyon, donc je suis arrivée ici. J'ai bien été reçue par l'EPNAC. J'ai eu un très bon suivi et depuis 2 ans, ça se passe super bien. On m'a adapté mes horaires de cours, on m'a adapté à tout au niveau de mon handicap. C'est une super structure et mon parcours il se passe super bien. Donc après j'étais présidente du CVS, donc je suis proche des stagiaires et j'ai un très bon échange avec la direction, que ça soit Madame de Trex ou Monsieur Bertrand, ça se passe très bien. Et voilà, j'ai un bon parcours quoi. Et j'arrête là en juillet. Vous arrêtez quoi en juillet? Le 25 juillet j'arrête. Mais J'arrête la formation. Ah J'arrive d'accord. en fin de parcours. Ah d'accord, j'avais pas compris que vous étiez en formation, je pensais que vous étiez en poste en fait. Non, je suis présidente de CVS, en Oui. fait, je représente tous les stagiaires. Ah d'accord. Ok, j'avais pas compris. C'est pas grave. Et au-delà, donc après cette période, vous n'êtes plus en formation, mais vous continuez à être présidente, c'est ça? Normalement, comme je suis plus stagiaire, je pense pas que j'ai le droit d'être présidente. Non, Donc, vous pouvez plus. Voilà. Dès que vous êtes sorti, vous pouvez plus. Voilà. Et je crois qu'en plus, c'est 2 ans. Après, C'était une élection qui dure 2 ans, qui peut être allongée d'une année, mais dès que on n'est plus résident, on n'a plus le cordon ombilical. D'accord, bien sûr. Ou les représentants des familles, quand leur être cher est décédé, ne peuvent plus siéger. Ah. Sauf s'il y a une dérogation avec le nouveau décret du 25 avril 2022, où on peut terminer son mandat, même si l'être cher est décédé. D'accord. Moi, je finis mon mandat là en juillet. Donc, on va relancer les élections en fin avril. Alors, vous pouvez rester comme personne expérimentée. Ah ouais? Oui. Ah je resterai alors. Faut vous renseigner. Ouais, je vais vous donner ma carte. Hein. D'accord, je resterai. Ça a été une expérience très enrichissante. Et toujours être invité. Ah, c'est bien ça. Je viendrai alors. Ça a été très enrichissant pour moi. J'étais proche des stagiaires, j'ai appris beaucoup de choses. Et voilà, c'était une belle expérience de vie. En fait, votre présentation en ouverture était principalement pour positionner le problème. Quelles difficultés vous avez ressenties en tant que personne en situation de handicap? Quelles sont les solutions que vous avez rencontrées pour vous en sortir? D'abord, quels sont les obstacles rencontrés et quelles sont les solutions qui vous ont permis de vous en sortir? C'est une manière, si vous voulez, d'introduire le sujet. En prenant à témoin une personne en situation de handicap, je l'ai cherché désespérément jusqu'à vous trouver. C'est un peu sans ça que je vous donne la parole maintenant. Moi, en fait, vu que j'ai la fibromyalgie et j'ai une asthénie chronique, ça veut dire que je fatigue énormément, avec beaucoup de douleurs, avec le soutien de l'équipe MPSI, direction et tout ce qui s'ensuit. Ils m'ont adapté tout ce qui est mon parcours professionnel, ce qui est au sein de l'EPNAC. Ça veut dire que il y a des jours je suis là en demi-journée, des jours où je suis là en demi-journée. Ça a été adapté à mon handicap. Tout mon parcours professionnel a été adapté par rapport à ma maladie, ce qui m'a permis en soi d'aller jusqu'à la fin de ma formation. Donc, il y a des jours où je suis en faute, ça veut dire que je suis en distanciel à la maison et je peux continuer à faire ma formation. Parce que j'ai rencontré l'année dernière beaucoup de difficultés et j'ai réussi ma formation, mais j'ai rencontré beaucoup de difficultés. J'ai eu le pôle MPSI, l'EPNAC qui était autour de moi, les médecins aussi particuliers qui ont été autour de moi, qui ont tout fait pour adapter à mon handicap et faire en sorte que je puisse arriver jusqu'à la fin de ma formation, tout ce qui se passait.
Avant l'EPNAC, où étiez-vous? Avant l'EPNAC, Que faisiez-vous? Comment c'est arrivé? À quel moment vous vous êtes rendu compte? Et qui vous a orienté vers l'EPNAC? Comment ça s'est passé? alors, avant les PNAC, j'ai eu la fibromyalgie qui a été décelée en 2012. Ça a été le cours du combattant. Parce que la MDPH m'a reconnue, mais comment j'avais pas encore le statut de travailleur handicapé réellement. Je l'ai eu seulement en 2020. Et avant d'arriver ici, j'étais sur Paris et il y a ma maman, et très proche de ma maman. Comme je pouvais pas travailler avec ma maladie, c'était pas possible. J'étais proche de ma maman et ma maman est venue à décéder en 2021. Et de là, j'ai voulu reprendre mon parcours professionnel en main. Donc, j'ai contacté Cap l'Emploi sur Paris. Et mon but à moi, c'était de rejoindre la région lyonnaise, parce que j'ai de la famille en région lyonnaise. J'ai eu Cap l'Emploi qui m'a aidé dans mes démarches pour trouver mon centre de formation adapté à ma maladie, à mon handicap. On a fait tout un processus, savoir ce qui était bon pour moi. Donc le secrétariat, c'était adapté à mon handicap et tout le reste. Et de là, ils m'ont trouvé l'EPNAC. J'ai eu une journée d'immersion avec l'EPNAC. Tout s'est bien passé. Et de là, après, il y a eu tout un processus pour rejoindre l'EPNAC avec hébergement, tout ce qui s'ensuit. C'est Cap l'Emploi de Paris qui m'a envoyé vers ici. Et arrivé ici, ils m'ont donné toutes les opportunités pour faire ma formation et tout adapté à moi. Mais c'était un parcours du combattant. Et maintenant, comment vous imaginez un peu la suite, la pré-formation? Vous avez déjà des plans pour trouver un boulot? Est-ce qu'il y a des partenariats avec des entreprises? Oui, j'ai été en stage à l'UDAF et ils m'ont proposé un temps partiel. Donc, il faut que je retourne vers eux en fin de formation pour effectivement avoir un contrat auprès de l'UDAF. Parce que j'arrive tout juste hier soir de Paris et comme je vous dis, la fibromyalgie, elle est reconnue en tant qu'handicap, mais pour accéder à la hache et tout, c'est très compliqué. Et hier, j'ai eu rendez-vous à la CPAM de Paris qui m'ont accordé une pension d'invalidité de première catégorie. Donc, j'aurai le droit d'avoir ma pension d'invalidité plus un temps partiel. Donc, j'attendais que tout ça se mette en place pour dire oui à l'UDAF, pour tout ça qu'après soit mis en place. Donc, en fin de formation, j'irai vers l'UDAF. Et puis, j'avais aussi d'autres structures qui étaient prêtes à m'accepter. Bon. Hein? C'est le parcours du combattant. Ah oui, depuis 2002, c'est un vrai parcours. Hein. Et moi encore, c'est léger par rapport à d'autres ici qui ont des handicaps un peu plus lourds, qui est très, très compliqué pour eux. De toute façon, nous avons mis en place un dispositif d'échange assez libre et vous aurez l'occasion, et nous le souhaitons, de prendre la parole tout au long de nos échanges. Et donc maintenant, nous allons passer la parole à Christian Barazuti, qui a une large expérience principalement d'aidant. Mais moi, je l'ai connu principalement parce qu'il connaît mon frère qui est à la CFDT et à l'OPCO Atlas, opérateur de compétences pour les activités un peu du tertiaire, hein, banque, assurance, bureau d'études, banque, bureau d'études, voilà, des milieux très valorisants, vers lesquels je me suis dit c'est intéressant de pousser et d'organiser à ce que les personnes handicapées y accèdent. Bon, c'est pas du tout évident parce qu'ils cherchent des bacs plus 5. Voilà. Et qu'il faut, je sais pas comment on peut y arriver, mais il faut trouver des bonnes portes d'entrée. Et Christian nous en parlera aussi. Mais lui aussi, il va contribuer à nous donner ce paysage général qui va situer la problématique rencontre des personnes de situation de handicap, des solutions qu'on va trouver. Il est parent de 2 enfants en situation de handicap. J'ai expliqué. Et je te laisse le dire. Tu me donnes un temps de présentation et j'interviens après sur le projet comme tu veux. Hein. Écoute, prends le temps de présentation entre maintenant et 10h15. Excuse-moi, mais... Donc, je vais commencer par me présenter. Donc, je m'appelle Christian Barazuti. Je suis un jeune retraité depuis 25 ans. J'approche des 82 printemps et je suis malheureusement père de 2 enfants handicapés, dont une fille qui a 56 ans
et un fils qui a 51 ans. Ils sont tous les deux handicapés schizophrènes. Et donc tous les deux placés en structure. Et à cet effet, je siège dans les 2 conseils de la vie sociale dans lesquels ils sont. Donc je suis dans deux conseils de vie sociale et j'y vais à un demain après-midi. Voilà. Donc en ce qui me concerne, en tant que retraité, j'ai longtemps été militant au niveau de la CFDT Banque, qui est devenue Banque et Assurance. En tant que retraité maintenant, je siège pour les personnes âgées au conseil départemental de la citoyenneté et d'autonomie pour le département du Nord, pour le pôle handicap. Je siège à la métropole européenne lilloise, à la CIA, pas la CIA américaine, à la commission intercommunale d'accessibilité pour les personnes âgées et handicapées. Et j'ai créé une association qui s'appelle InterCVS pour aider dans les EHPAD ou dans les structures pour handicapés ou dans les ESAT, là partout où il y a des CVS, les aider à en créer ou les aider à s'embellir en fonction des textes. Donc voilà. Donc en ce qui me concerne, c'est une histoire de vieux combattants, vous m'excuserez, hein, mais en 2007, très précisément, comme j'étais à la fédération, donc à Bolivar, avec un autre camarade du syndicat des banques de la place de Lille, nous avons décidé de créer une structure qui s'appelle Handi Pharma Banque. À cette époque-là, je siégeais à l'OPCA de la banque. J'étais le premier président de l'OPCA de la banque en 1995, puisqu'en 1995, c'est la date de création des OPCA qui remplaçait les fonds d'assurance formation. Et là, donc, en 2006, suite à la loi Raffarin, avec l'Association française des banques et la GFIP, nous avons commencé à travailler sur la mise en place d'une structure qui pourrait recruter des personnes handicapées dans le milieu bancaire. Donc, et on s'est appuyé sur la loi Raffarin pour le faire. Et donc, en 2007, nous sommes arrivés au sein de notre OPCA à créer Handi Pharma Banque. Handi Pharma Banque a été créé par 11 banques, dont la BNP, la Générale, mais je t'ai ramené de la documentation, je te laisserai. Hein. Donc, avec ces 11 banques, on a créé Handi Pharma Banque. Alors, le système d'Handi Pharma Banque, avec lequel a été mise en place une petite structure qui se trouvait 18 rue Lafayette à Paris, avait pour mission d'aller dans tous les coins de France, là où il y avait des banques, bien évidemment, pour faire du sourcing en lien direct avec Cap Emploi et en lien direct avec le monde des GEC, des groupements d'emploi pour personnes handicapées. Hein. Et donc là, on essayait de trouver des jeunes handicapés qui voulaient rentrer en banque autrement que par un recrutement officiel. Parce qu'il faut bien savoir qu'à l'époque, c'était déjà recrutement BTS. Maintenant, c'est recrutement master. C'est recrutement. Or, nous, syndicalement parlant, notre éthique, c'était de vouloir que les jeunes qui n'ont pas le bac puissent aussi rentrer en banque. Et donc, de ce fait, avec l'OPCA Banque, on a mis en place Handi Pharma Banque et on a, créé différents stages un peu dans tout le Nord essentiellement et dans toutes les régions. Donc le parcours était le suivant. Donc Handi Pharma Banque allait sur le terrain, par exemple à Lille, faisait du sourcing avec Cap Emploi, les banquiers, voire la chambre de commerce. Là, on réunissait un public. Par exemple, je me rappelle très bien, pour reprendre l'exemple de madame, il y avait une jeune dame qui s'était lancée dans la coiffure et qui malheureusement avait une incompatibilité au niveau de la peau avec les produits et elle s'est retrouvée personne handicapée. Et donc on l'a reprise dans Handi Pharma Banque. Hein, il y a aussi d'autres qui avaient la fibromyalgie. Et donc de ce fait, donc dès lors qu'on avait le groupe, on les amenait dans ce qu'on appelle à l'époque le PAVA. Je t'ai ramené ces documents.
Attends, oui, je t'ai ramené ce document. Le PAVA, c'était une structure qui avait été créée par l'ANPE de l'époque et qui était en quelque sorte l'ancêtre de la préparation opérationnelle à l'emploi et les compétences. C'est-à-dire, c'est un dispositif, un SAS, qui permet à un jeune, ou même n'importe qui, qui est un peu, comment dirais-je, perdu, parce qu'il a été éloigné pendant trop longtemps du monde de l'emploi, c'est un parcours du combattant, et donc on lui redonnait pendant 400 heures tous les items, tous les règles, pour se reconstruire et être prêt à l'emploi. Et donc, le PAVA, nous l'avions obtenu avec le vice-président de l'époque de la NPE, qui était en même temps directeur des affaires sociales de l'AFB. Il travaillait avec Peraldi. C'était le directeur des affaires sociales, là. D'accord? Et donc, ça s'est commencé comme cela. En 2000, quelques années plus tard, avec les lois qui se sont succédées, le PAVA a été remplacé par la préparation opérationnelle à l'emploi collective ou la préparation opérationnelle à l'emploi individuel. Donc c'était le même système. C'était fait par l'AFPA, et donc moi-même je suis allé manger avec les stagiaires handicapés. J'ai participé à certaines formations de la POC pour voir comment ça se passait. Et donc au sortir de là, bon, ils bénéficiaient d'un contrat de professionnalisation d'1 an pour pouvoir passer, accéder à un niveau bac et leur permettre d'entrer en banque. Donc, c'était le deal. Ils entraient en banque avec un niveau bac et après, avec la formation continue, ils pouvaient poursuivre. D'accord? Et donc, cette POC était financée par ce qu'on appelle actuellement le PIC, le plan d'investissement des compétences, qui est décliné par région. Donc, le contrat de pro était bien évidemment, à l'époque, financé par l'Opca Bank. Faut que vous sachiez que j'ai, comment dirais-je, été dans le monde des Opca pendant 18 ans. C'est-à-dire de 1995 jusqu'en novembre 2013, où on m'a demandé de partir parce que j'étais trop vieux. Donc, comme j'étais trop vieux, on m'a dit, t'as plus l'âge, il faut que tu t'en ailles. Donc, je suis parti le 28 novembre 2013, très précisément. Et donc, ce contrat de pro, comme j'étais à la gouvernance de l'Opca Bank, puis d'Opca Baya, j'ai été vice-président de l'Opca Baya pendant 2 ans, à l'âge de 69 ans jusqu'à l'âge de 71 ans. Et donc, là, nous avions mis en place un dispositif de financement très renforcé. On avait créé le contrat de professionnalisation, c'est l'alternance, le contrat de professionnalisation renforcé, avec une prise en charge de la préparation opérationnelle collective renforcée et avec un tutorat renforcé. Ce qui veut dire que, par exemple, le coût horaire du contrat de pro, nous l'avions monté à 18 € de l'heure, alors que l'obligation légale était de 9,15 €. La POC, nous l'avions monté à 25 € de l'heure. C'est donc pour vous expliquer. Et nous avions convenu que ce dispositif financier était réservé à tous les publics fragiles, de missions locales, comment dirais-je, d'écoles de la deuxième chance, dans lesquelles j'ai beaucoup travaillé, étant entendu que c'était pas les mêmes tarifs pour les autres. D'accord? Et donc, de ce fait, on a aussi, comment dirais-je, utilisé, excusez-moi, c'est de la technique, je t'ai ramené mon usine à gaz, c'est un outil que j'ai créé, tu essaieras de t'y retrouver, il est un peu obsolète, c'est, comment dirais-je, l'usine à gaz de mon époque, mais qui a été remplacée par une usine à gaz encore plus compliquée. Donc, je te le laisse, il n'y a aucun problème. Et donc, de ce fait, avec si vous voulez, les banquiers, parce qu'il faut savoir que les banquiers sont riches, même s'ils se plaignent, ils sont toujours riches, les banquiers, comme les assureurs d'ailleurs, d'accord? Et donc, il y avait la taxe d'apprentissage. Et donc, la taxe d'apprentissage, quand par exemple la Société Générale devait verser 100, elle disait je verse 50 à telle école, je verse 30 à telle école.
mais il restait toujours un petit reliquat. C'est-à-dire que sur les 100, elle n'en dépensait que 95. Et comme toutes les banques faisaient à peu près pareil, on se retrouvait avec 800 000 euros sur la table. Qu'est-ce qu'on allait faire avec ces 800 000 euros? Et comme j'étais à la gouvernance, il y a un grand principe qu'à mon avis, il vaudrait mieux mettre en avant, c'est la notion de la diversité. Parce que c'est le même combat entre le monde du handicap, les femmes, les migrants, tout ça, c'est le même combat. Et donc, la diversité est le grand chapeau politique qui vient couvrir une branche qui est le handicap, comme une autre branche qui est les migrants, comme une autre branche qui est les demandeurs d'emploi. Moi, je pense qu'il ne faut pas travailler en silo, il faut avoir une vision holistique du problème. Donc, ça, c'est mon sentiment. Peut-être que vous le partagerez. Toujours est-il que donc nous avons obtenu avec les fonds libres, comment dirais-je, un fléchage sociétal. C'est-à-dire que avec le directeur des affaires sociales de l'AFB, qui était en face de moi, et comme moi j'avais entre guillemets le pouvoir à l'époque, j'étais à côté de la bassine pleine d'or, puisque Opca-Bayor c'était 120 millions d'euros de budget par an. Et donc, quand il m'arrivait d'aller dans les ministères, pour les CPO, pour les conventions d'objectifs de moyens, c'était sur 3 ans, c'était 360 millions. Donc, on était reçu par la DGEFP. Et donc, de ce fait, au niveau sociétal, on avait des priorités. Les handicapés. Donc, les handicapés, on leur donnait plusieurs centaines de milliers d'euros. On s'occupait des jeunes paumés, des écoles de deuxième chance. On s'occupait des demandeurs d'emploi, via les missions locales et Pôle emploi. Et bref, tout l'argent qu'on donnait avait une vision sociétale. Et notre appui en termes d'organisme de formation était à l'époque le CFPB, qui est devenu le SB, et avec lequel je suis toujours en relation. Donc voilà, je sais pas si j'ai... oui, ça va. Tu as atteint l'heure et on aura l'occasion de te poser des questions plus tard et j'aurai des questions à te poser. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, parce que c'est un peu barbare. On aura vieux, mais barbare. Oui, on aura 15 minutes de questions à la fin de nos échanges. Oui, tout à fait. Pardon, il y a... Attendez, je vois pas très clair. C'est un historique qui nous montre aussi. Ah, c'est toi, Aline, excuse-moi. Le fonctionnement et la méthodologie quand on travaille en collaboration pour atteindre, pour faire bouger les choses. Donc, tout ce que tu viens de nous expliquer, ça nous conforte dans l'idée de coopération pour travailler sur des priorités. Tu as parfaitement raison, Aline. Quand je suis arrivé à Opca-Bayor, à la gouvernance, il y avait tous les syndicats qui étaient là. Bon, les syndicats, faut tous les respecter, mais ils ont des sensibilités différentes. Et donc, en l'occurrence, j'avais réussi, par la tolérance et l'écoute d'autrui, à ce que on puisse travailler tous ensemble. Et on représentait une force par rapport au patronat bancaire, au patronat des assurances. Oui. On va creuser tout à l'heure parce que de tout cela, qu'est-ce qu'il en reste aujourd'hui? Parce que là, on vient de parler d'Andy Formabank, qui est un dispositif passé. Quid aujourd'hui? Ça, l'actualité. Donc, je vais passer la parole à Claude Dumas, qui est à ma gauche, qui fait quelque chose de très intéressant. Moi, j'ai découvert qu'il reconditionne des aides techniques pour les réemployer. Pas vraiment. Pas vraiment. Non, mais d'accord. Non, qui reconditionne pas, mais qui met en place un dispositif d'accompagnement. Il n'y a pas uniquement la reconditionne. Enfin voilà, c'est tout cet univers. Tout cet univers des aides techniques, des dispositifs d'aide, euh, dont je souhaite que tu nous parles, avec une vision qui est maintenant imprégnée d'une longue histoire, finalement, d'une longue expérience. Oui, cette prise de recul qui m'est intéressée en te faisant venir ici. Oui, ça fait un petit peu de temps que je travaille. Je suis ergothérapeute, diplômé en 84, donc voilà, ça commence à dater un petit peu. Je suis donc ergothérapeute. J'ai travaillé une vingtaine d'années à l'hôpital de Garches, je sais pas si vous connaissez un peu. Puis à l'association française contre les myopathie, où j'étais responsable du service technique et projet et innovation.
Et dans le cadre de l'AFM, j'ai créé un centre d'expertise national financé par la CNSA sur les questions de mobilité des personnes âgées et handicapées. J'y reviendrai. Et en fait, donc j'ai travaillé beaucoup sur cette question des aides techniques. Dans le centre d'expertise, on faisait de l'évaluation des aides techniques et on accompagnait aussi des industriels sur des innovations. On a travaillé sur des exosquelettes, sur des choses très pointues ou sur des choses beaucoup plus basiques, non moins utiles d'ailleurs. Et ça m'a amené à bien connaître, à bien découvrir le marché des aides techniques, son fonctionnement, les modalités de remboursement, de prise en charge. Et je dois avouer que la loi de 2005, qui nous avait donné beaucoup d'espoir, puisque quand même elle pose le principe de droit à compensation du handicap et d'accessibilité universelle, puisque tous les bâtiments devaient être accessibles en 2015. Oui, donc on en est loin. Et force est de constater que c'est un peu dans le sens de la présentation précédente. On s'est évertué à organiser un écosystème de plus en plus complexe, qui pour moi n'est pas très performant. Je pense qu'on gaspille beaucoup d'argent public sur cet accompagnement-là, et ça pourrait être beaucoup plus simple. Et encore plus grave, on a créé des discriminations en fonction des critères, notamment des critères d'âge, qui est quand même la question la plus sensible pour moi actuellement, parce que comment expliquer qu'une personne avant 60 ans va avoir droit à des financements pour aménager son logement, s'équiper en aide technique, et après 60 ans n'aura plus droit à rien. C'est une injustice, et je pense que c'est lié aussi au concept. Alors j'entendais, parce que vous savez, les concepts, ça paraît un peu fumeux comme ça, mais en fait on s'aperçoit que ça a des conséquences très pratiques dans la vie quotidienne. Et moi, j'entends encore parler, au bout de 20 ans, de handicap moteur, handicap visuel, handicap psychique. Ça n'a aucun sens. Ça n'existe pas, un handicap moteur. On peut avoir une déficience motrice qui génère des situations de handicap. Je m'explique. Une personne qui a un accident est paralysée, ne peut plus marcher. Donc, elle arrive à l'hôpital, on la soigne. Effectivement, elle est en situation de handicap pour se déplacer et elle est paralysée. On lui fournit un fauteuil roulant, elle est toujours paralysée, mais elle n'est plus en situation de handicap pour se déplacer, elle peut se déplacer. Et puis elle se retrouve devant un escalier, elle est à nouveau en situation de handicap. Ce qui pose bien le principe que le handicap, c'est pas lié uniquement à ce que porte la personne, et ça c'est très français, cette vision. Les anglo-saxons et les scandinaves n'ont pas du tout cette vision-là. C'est pas quelque chose qui est porté par la personne. C'est pour ça qu'on ne devrait pas dire j'ai un handicap. Ça n'existe pas. C'est je suis en situation de handicap. Et ce qui est très important, c'est que la situation de handicap, elle peut être effectivement consécutive à des facteurs personnels, voilà, un accident, une maladie, mais aussi à la société. C'est-à-dire, c'est la société qui fait que vous êtes en situation de handicap. Hein. Donc, en continuant à parler de handicap moteur, etc., on continue à considérer que c'est porté par la personne, et donc que la société, quelque part, elle se dédouane un peu de ce qu'elle aurait dû faire, et notamment de ce qui est posé donc comme droit de compensation dans la vie, dans la loi de 2005. Alors, donc moi j'ai beaucoup travaillé sur ces sujets-là, puis en plus, alors dans les aberrations que l'on peut constater sur le marché des aides techniques en France, c'est un marché qui tire les produits, la qualité des produits vers le bas, parce qu'on a un système de remboursement de la sécurité sociale notamment qui fixe les prix des produits. Donc forcément, un industriel, s'il veut augmenter ses marges et que le prix est fixé, il est obligé de dégrader la qualité, il fait fabriquer en Chine, etc. Donc on a des produits qui sont de mauvaise qualité sur le marché des aides techniques. C'est pour ça que quand on parle de réemploi, encore faut-il que le matériel soit réemployable, parce que quand il est jetable, il n'est pas réemployable. Ouais. Donc on a des aberrations qui amènent à un gaspillage. Effectivement, tout l'argent qui est mis via la CNSA pour compenser le handicap, il y en a une grande partie qui s'évapore en traitement administratif des dossiers, gaspillage. Vous savez que quand même entre 30 et 35% des aides techniques préconisées ne sont pas utilisées.
parce que mal préconisé. Voilà, parce que normalement, quand on a des besoins en aide technique, alors je parle pas des personnes en situation de handicap expertes, parce qu'elles savent très bien ce dont elles ont besoin, elles connaissent les produits, etc. Mais c'est quand même une minorité. Donc vous avez besoin d'être accompagné, conseillé. Généralement, ça c'est le métier de l'ergothérapeute. Et pour l'instant, les interventions des ergothérapeutes sont toujours pas remboursées par la sécurité sociale. Donc il n'y a pas d'ergothérapeute. Donc ce sont des pharmaciens qui délivrent des aides techniques. Moi j'ai vu des aides techniques, des personnes âgées avec des déambulateurs qui passaient pas par les portes. Hein. Oui, non, j'exagère pas. Hein. Donc moi, j'ai décidé après d'essayer de m'attaquer, de faire un peu bouger les choses et d'essayer d'aller vers des pratiques qui soient à la fois plus durables en termes de produits, de gaspillage, éviter les gaspillages, essayer de rentrer dans une logique d'économie circulaire. Donc, je suis allé voir au Québec et en Scandinavie comment ça se pratique. Bon, au Danemark, par exemple, quand vous avez besoin de technique, vous allez à une maison. En gros, ça, communauté d'agglomération à peu près, il y a une maison, vous avez des ergothérapeutes, ils vous conseillent, ils vous accompagnent, vous fournissent le matériel et vous rentrez à la maison avec et quand vous n'avez plus besoin, vous le rendez à la maison. Donc, on s'est dit, tiens, c'est un système intéressant, on devrait pouvoir essayer de l'appliquer et on a décidé de l'appliquer au plus de 60 ans parce que comme je vous disais en introduction, il y a une discrimination. Alors, elle est inscrite dans les textes en plus. C'est assez incroyable que l'État puisse inscrire dans les textes un principe de discrimination. Et ce que je trouve encore plus incroyable, c'est qu'il n'y a aucune association, ou personne individuelle, qui soit tournée vers le défenseur des droits ou vers la Cour européenne de justice pour travailler sur cette discrimination. Parce que si je prends par exemple quelqu'un qui a qui fait un accident vasculaire, qui a pour conséquence une hémiplégie, il a fait à 59 ans, 11 mois et 28 jours, il a droit à de l'argent pour acheter des aides techniques, aménager son logement, etc. Il fait la même personne fait cet accident vasculaire à 60 ans et un jour, j'exagère un peu, enfin, et il a plus droit qu'à l'APA, et l'APA, c'est en gros, vous allez pouvoir avoir 200 ou 300 euros d'aide pour vos aides techniques. C'est assez incroyable quand même, hein, bon. Quand chaque fois que je dis ça, les gens sont étonnés, mais pourtant c'est un fait. Donc on a décidé de s'attaquer au problème et de proposer à un département, qui est le département des Pyrénées-Atlantiques, de travailler sur un modèle qui permette d'optimiser les financements qui vont vers les personnes âgées, de faciliter les démarches parce que là aussi, en gros, hein, quand vous êtes une personne âgée, vous avez besoin d'un financement pour équiper votre logement. De toute façon, ça va prendre entre 1 an, 18 mois de dossiers, de visites d'évaluateurs. Déjà, il faut qu'on vérifie que vous avez bien droit à l'APA, etc. Donc, en gros, si vous avez un accident et que vous devez sortir de l'hôpital, vous allez être équipé 1 an à 18 mois après. Généralement, la personne est décédée. C'est un peu comme ça que ça se passe. Donc, l'idée, c'était de dire, on va essayer de lever les barrières, mais d'une façon responsable par rapport au financement public. Donc on s'est orienté vers ce qu'on appelle l'économie de la fonctionnalité et de la coopération, qui est une forme d'économie circulaire, qui est même la seule vraie économie circulaire, si on pousse au plus près de la définition de l'économie circulaire. En fait, le principe, il n'y a plus de propriété, de transfert de propriété du matériel. Le matériel est géré par une structure, c'est un parc. Donc nous, actuellement, on est à plus de 5000 aides techniques, 5500 aides techniques sur ce parc. Et les aides techniques sont mises à disposition des personnes âgées sur simple demande, donc pas de dossier. Il suffit de contacter la structure, un ergothérapeute se déplace, fait l'évaluation, amène le matériel, fait les essais et assure le suivi d'utilisation du matériel. Et c'est sans aucun reste à charge pour la personne âgée. On a équipé actuellement, alors ça fait 2 ans qu'on a démarré le projet, on est à plus de 1500 personnes équipées. Et on a, bien sûr, on fait des évaluations économiques du dispositif parce que
Quand on a commencé à dire ça, on nous dit vous êtes fous. Mais en fait non, on est moins cher. Si on prend une personne équipée, on est moins cher que le système actuel. C'est-à-dire qu'en étant tout à la fois beaucoup plus efficient, puisqu'on intervient généralement sous quelques jours, la personne n'a aucun dossier à réaliser, etc. Et on est en fait beaucoup moins cher en termes de financement, puisqu'on a décidé non plus de lier le financement de l'activité au matériel, mais c'est lié au service. C'est-à-dire que le département nous verse un forfait qui est de 750 € pour toute personne équipée. Et comment on arrive à tenir l'intervention de l'ergothérapeute, la mise à disposition du matériel avec cette somme-là, en fait, on s'aperçoit que on fait des économies déjà sur l'achat des produits, puisqu'on se fournit directement auprès d'industriels, donc on économise déjà au moins 25% de marge. Il y a une rotation du matériel, puisque c'est du matériel qui est mis à disposition de personnes souvent très âgées. Donc il y a une utilisation, hélas, qui est réduite dans le temps, mais actuellement on finance ce produit, et quand la personne n'a plus besoin, ça part en déchetterie. Donc nous on récupère, donc il va pouvoir faire 2, 3, 4 rotations en fonction des produits, ce qui fait encore diminuer le coût. Et surtout, comme on a supprimé toutes les démarches administratives, le département n'a plus à financer les postes administratifs qu'il gère. Voilà. Donc on flèche l'argent qui était fléché, qui s'évaporait un petit peu dans la nature avant, est vraiment fléché au maximum vers les usagers. En plus, en termes de développement durable, parce qu'il y a aussi ce volet dans le projet, c'est sûr que l'économie de la fonctionnalité, ça permet d'avoir des produits de qualité, puisque celui qui gère le parc a tout intérêt, quand il achète des produits, il achète des produits de qualité, puisqu'il a besoin, plus le produit va durer, plus il pourra le prêter, et plus il va faire des économies d'échelle. Donc ça peut, à terme, si on imaginait par exemple que tous les départements français appliquent ce mode de dispositif, d'abord ça va créer un marché énorme au niveau des aides techniques, parce qu'il faut savoir quand même que le marché des aides techniques en France, il est moribond. Il y a quasiment plus de prestataires français qui interviennent sur ces sujets, très très peu. Tout à l'heure, tu prenais l'exemple de la poursuite oculaire. C'est assez intéressant parce que moi, j'ai travaillé là-dessus dans les années 80 à Garches. C'était des Français qui portaient cette expérimentation-là. Et en fait, ils ont jamais pu développer le produit parce que c'était trop compliqué de le faire financer pour les personnes en situation de handicap. Et c'est parti en Suède, où là il y a des jeunes qui ont repris maintenant, qui sont leaders mondiaux de ces technologies. Et on peut prendre ça pour le Danemark, qui dans les années 75 a décidé qu'il mettait en place le droit à compensation, mais de façon effective. Donc chaque personne a droit au matériel dont il a besoin pour compenser cette situation de handicap. Et bien du coup, ça a généré une industrie, un marché intérieur. Ça a généré une industrie. Maintenant, le Danemark exporte 80% de ses aides techniques, c'est-à-dire qu'il finance sa politique sociale à partir de son industrie. Voilà. C'est très intéressant, mais juste un mot, en termes de dissémination, ça se fait dans un département. Alors là, pour l'instant, c'est dans un département, donc c'est une expérimentation que l'on a démarrée il y a 3 ans maintenant. Dans quel département ? Pyrénées-Atlantiques. Voilà. Et là, en ce moment, on est en discussion avec la région Nouvelle-Aquitaine, qui est très intéressée par l'aspect économie de fonctionnalité et de coopération. J'ai oublié de parler un peu de la coopération, puisque en fait, les personnes qui s'adressent à nous, c'est dans un écosystème, puisqu'on travaille avec 87 structures médico-sociales du département. C'est typiquement l'exemple même de bonnes pratiques ou de pratiques de comportement exemplaire qu'il faut aider à reproduire le plus possible. Et là-dessus, si tu veux, dans le guide qu'on doit générer, c'est intéressant qu'un chapitre soit écrit là-dessus et que tu nous aides à l'écrire. Oui, d'autant que, bon, là, j'ai parlé des personnes âgées parce que c'était l'entrée la plus évidente. C'est là qu'il y avait le plus de manque, puisque quand même la PCH
malgré toutes les difficultés, les parcours du combattant dont on parlait, a un peu fait évoluer les choses. Mais là aussi, il y a du gaspillage. Si on parle des enfants, par exemple, je pense qu'il y a beaucoup de matériel qui est financé et qui pourrait être introduit en économie de la fonctionnalité. Il y a des pathologies aussi qui génèrent des situations très rapidement évolutives. C'est insensé de financer un fauteuil roulant électrique, par exemple, à 25 000 euros pour servir 6 mois et après... Bien, nous allons donner la parole à Madame Garnier. Question. Oui, bien sûr. De l'APA, on diagnostic dans les départements, pourquoi il y a le doublon du coup entre vous, ce que vous délivrez comme matériel et les personnes de l'APA sont très contentes que ce soit là parce que dès qu'elles constatent qu'il y a des besoins d'aide technique, elles nous envoient les personnes. C'est aussi simple. Ils renvoient vers vous. C'est aussi simple que ça. Comme il n'y a pas de démarche administrative, pas de dossier, c'est l'ergothérapeute en fait qui va faire l'évaluation. Sur 1500 personnes équipées, je crois qu'on a dû voir 1800 personnes, en fait, parce qu'il n'y a pas toujours besoin d'aide technique, en fait, c'est un faux besoin. Et du coup, c'est l'ergothérapeute qui fait l'évaluation de la situation. En fait, ça repose sur la confiance. C'est-à-dire qu'on a créé une structure à but non lucratif, association avec une mission d'intérêt général. Et le département nous dit OK, on vous fait confiance pour préconiser la meilleure aide technique au meilleur coût pour nous. Voilà. Je dois faire preuve d'autorité. Je suis désolée, je vais avoir une question. Est-ce que des fois, pour le petit truc, ça tombe bien, c'est moi qui ai la parole d'abord. Je dis ce que je veux. Vous êtes autorisé, exceptionnellement. Par rapport à justement cette technique, est-ce que des fois, pour le petit truc qui manque à personnaliser, vous avez pensé à bosser avec les Fab Labs qui font beaucoup de boulot là-dessus? Déjà, j'ai créé un Fab Lab avec l'Université de Versailles-Saint-Quentin. Okay. Oui, c'est des choses qui tout à fait sont envisageables, comme travailler avec les industriels pour leur demander d'avoir des pratiques plus durables et faire des produits qui nous conviennent mieux. Parce que maintenant, on a tendance à aller plutôt chercher des produits scandinaves que français. Parce que, malheureusement, la qualité, elle est dans les pays scandinaves. Mais après, ce sont des écosystèmes, mais l'industriel, il va s'adapter. Si on lui propose une autre forme de marché, il va développer des produits qui seront intéressants. C'est bien, il va parler à ma place, c'est cool. T'arrives pile poil, c'est justement à ton intervenir. T'as juste le temps de t'installer et en avant, mon grand. Le pauvre, allez-y, commencez. Très bien. Approchez-vous de la table. Alors, le temps que Vincent s'installe, moi, je vais vous présenter le CARPA. Donc, Vincent est président de cette structure et moi, j'en suis la vice-présidente. Donc, le CARPA, c'est le collectif des associations du Rhône pour l'accessibilité. Donc là, on va se jouer chauvin, c'est lyonnais, enfin, c'est Rhône-Alpin. Voilà. Rhodanien même. Voilà. Donc, c'est un collectif qui existe depuis plus de 30 ans et qui rassemble donc des associations de ce département multi-handicap. On a aussi bien de la personne sourde que du handicap mental, du 10, la déficience visuelle, APF France Handicap. Qu'est-ce qu'on a, la perle pour les insuffisants respiratoires. Enfin, on essaie de rassembler tout le monde. Et le but de ce collectif, c'est de veiller à l'accessibilité un peu pour tous les actes de la vie quotidienne, pour toutes ces personnes-là, dont Vincent et moi faisons partie d'ailleurs. Ça se traduit comment? Alors, donc on va laisser à nos associations membres, on va dire les choses les plus pas les plus concrètes. Nous, on va plutôt veiller à la bonne application de la loi. Alors, on a un gros souci justement par rapport aux établissements recevant du public parce que la ville de Lyon n'a absolument pas respecté l'ADAP, l'agenda d'accessibilité programmée. On est vraiment à la rue. Ils nous promettent une accessibilité complète pour 2035. Bon, voilà, comme vous l'avez dit tout à l'heure, normalement c'était 10 ans, 15 ans. On en est bien loin. Donc nous, on veille à ça. Alors comment? On siège le CARPA par ses membres, puisqu'on est un collectif. Donc les membres qui siègent pour nous dans toutes les instances que je vais vous citer sont également membres d'associations diverses et variées.
Alors au niveau de la métropole, on va siéger à la commission métropolitaine d'accessibilité et les groupes de travail qui la composent, à savoir logement, établissement recevant du public, transport, numérique, j'en oublie certainement, cadre bâti aussi je crois. On a le même système à la ville de Lyon et on siège aussi dans des CCA, dans des commissions communales d'accessibilité dans d'autres communes. Je pense à Villeurbanne, qu'est-ce qu'on a d'autre? Enfin, pas mal de communes aux alentours de Lyon. Que dire d'autre? Au niveau du département, on travaille pas mal avec la direction départementale des territoires et on participe à la réception de chantier. Il n'y a pas un truc qui vous choque là? Juste à la réception de chantier, c'est-à-dire qu'on n'est pas là en amont. Et voilà. Donc en gros, tout est fait et nous, on doit donner des avis favorables et défavorables et quand c'est défavorable, débrouillez-vous pour réparer. Alors qu'on pourrait, à mon avis, être interpellé en amont et ça simplifierait le travail pour tout le monde. Voilà. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? J'ai oublié des choses. Voilà. Allez, à toi, mon grand. Hein, t'es arrivé pile poil alors, c'est bien, tu m'arranges. En plus, j'ai pas de voix. Ben, je sais pas, tu as dit déjà pas mal de choses. Oui, notre collectif, on regroupe 29 associations. Il y en a encore 3 autres qui vont venir nous rejoindre bientôt, ce qui fait qu'on va étoffer un petit peu notre rayonnement sur l'handicap. Voilà, l'idée, c'est d'avoir la pluralité maximum pour qu'on puisse répondre à peu près à toutes les thématiques. Mais c'est l'accessibilité qui est le maître d'œuvre de notre action. Voilà. Tout est basé là-dessus, de manière à ce que on puisse ouvrir le plus largement possible. Et bon, comme disait Karine, l'ADAPT est pas toujours respecté. Et faudrait qu'on y arrive un jour pour que on puisse passer partout. Bon, moi, je suis en fauteuil roulant, alors je suis bien placé pour vous dire que c'est la galère, parce que encore ici, j'ai trouvé que c'était bien. C'est bien fait. Hein. Moi, heureusement que j'avais quelqu'un dehors pour me dire que c'est là l'entrée, parce que j'avais rien, moi. Je me suis retrouvée devant un portail fermé, j'entends quelqu'un qui parle au téléphone, j'ai interpellé. Après, pour trouver la porte de là, fallait traverser une cour. Moi, je veux bien. Oui, mais c'est vrai que, bon, quand on arrive, il y a 2 portes, et puis quand on voit pas le panneau, qu'il faut aller au 37 parce qu'on est au 37 bis, c'est vrai que ça pose un problème. J'ai pensé à toi tout à l'heure. En arrivant, je me dit, tiens, galère. Non, mais voilà, comment dire, l'accessibilité, moi, ça fait 60 ans que je suis en fauteuil roulant. Je peux vous dire que il y a eu du progrès. Il y a eu des choses de faites, mais il en reste encore pas mal, hein, parce que on est tellement parti de loin et on s'est pas toujours donné les moyens de faire, ce qui fait que on bute sur des choses simples. On est les rois de la bordure en France. Essayez un jour de regarder quand vous circulez, ils mettent des bordures de partout, alors que ça sert à rien. Le goudron, on peut très bien le joindre, on n'est pas obligé de mettre une bordure pour avoir le goudron à droite, le goudron à gauche. Je me suis fait prendre là il y a 3 minutes là-dessus. Je trouve ça insensé. Sur une chaussée, vous avez un dos d'âne et vous avez une bordure de chaque côté. À quoi sert de mettre une bordure en travers? Bon, et puis tout est comme ça. Les trottoirs abaissés. Vous avez vu regardez la hauteur des trottoirs abaissés. Vous avez des trottoirs avec 10 centimètres. J'appelle pas ça un trottoir abaissé. Surtout, il y a beaucoup de structures qui peuvent pas adapter au fauteuil parce que c'est monument ou... C'est un prétexte. J'ai travaillé avec les monuments historiques. Et les monuments historiques, j'ai évidemment... Non, c'est pas vrai, parce que quand vous travaillez avec un architecte compétent et intéressé par le sujet, il vous explique que lui, on peut tout faire à condition que ce soit, qu'on puisse remettre en état initial. Justement, ça. Oui. Il y a plein de choses qu'on peut pas faire parce qu'il y a des marches comme ça. Oui, mais ça c'est l'écueil maximum. Regardez les magasins. Regardez le nombre de magasins où on ne peut pas rentrer. Alors, certains, maintenant, ont tous des rampes amovibles. Bon, vous sonnez, ils viennent, ils vous mettent une rampe et on rentre. C'est pas partout. Mais il y a quand même un état d'esprit nouveau. Chose qui n'existait pas. Il y a 20 ans, vous pouvez pas rentrer, vous retiez à la porte, point terminé. Hein. Voilà. Alors, c'est vrai que, on évolue dans le bon sens.
Mais malgré tout, certaines fois, on refait le trottoir. Au lieu de mettre le trottoir au niveau du magasin, ben non, on fait pareil. Alors que ce serait bien plus vite fait de mettre 2 pelles de goudron de plus et d'arriver au niveau. Et puis c'est pour plein de choses comme ça. Il y a un état d'esprit. Si les gens veulent faire, on peut le faire. Bien sûr. Si les gens se disent, bof, c'est comme ça et on s'en fout, eh ben on s'en fout. Je pense qu'il y a un problème de formation. Exactement, c'est là que Tout à fait. Au niveau des concepteurs. Au niveau de tout, Oui, que ce soit bien sûr, du cadre bâti, que ce soit du numérique, que ce soit... en général. Que c'est ça. Les handicapés ne peuvent pas adapter, ben, ils font en sorte de s'adapter eux-mêmes, les handicapés puissent y accéder. Ouais. Et même les invalides, je pense que parfois ils disent que c'est adapté PMR, mais ce n'est pas du tout adapté. Ouais, ça, c'est pour se donner une bonne conscience. Alors on dit, oui, non, mais c'est fait. Ouais. On fait tout ce qui est possible. Oui, mais voilà, il faut arriver jusqu'au bout. Et souvent, c'est des questions effectivement de bon sens, mais des questions de bon sens auxquelles on n'a pas pensé avant, jusqu'au jour où on est confronté au problème, on se dit ah ouais. Et après finalement, bah, le problème il passe et puis on oublie. Et voilà. Et pourtant, si je peux me permettre, oui, la notion de conception universelle est extrêmement puissante, parce que moi j'ai travaillé pas mal avec des industriels sur le sujet. Si au départ on se pose la question de se mettre des contraintes, comme l'oublipo en littérature, se dire mais cette bouteille d'eau là par exemple, il faut que quelqu'un qui peut passer de ses mains puisse s'en servir, que quelqu'un qui la voit pas il puisse la détecter, que quelqu'un, en fait, quand au moment de la conception vous mettez ces critères, vous allez sortir des choses qui vont améliorer le produit. Évidemment. Et en plus, qui vont le faire plus compétitif. Vous avez tous d'ailleurs on utilise tous des choses, par exemple dans les ordinateurs ou les téléphones, on a des prédictions de mots. Ben ça a été développé pour le handicap. On arrive à la fin de cette session, donc on va continuer les questions. On est dans la période de questions. On a 15 minutes de questions, donc ça tombe très bien. Oui. Première question. Oui. Comme je t'ai dit tout à l'heure, je siège à la commission intercommunale de la communauté qui est la métropole européenne lilloise. J'ai rencontré comme toi le problème on est mis devant le fait accompli quand il y a des rénovations de rues par exemple. Et depuis l'année dernière, faut voir comment ça va se passer. Hein. Le conseil communautaire a voté un texte indiquant précisément que tous les grands travaux, par exemple les plateformes multimodales et compagnie, nous devons être consultés en amont. C'est ce qu'on fait, nous, avec la métropole de Lyon. Et Cocorico, encore un truc un peu chauvin, mais c'est vrai, on a quand même, à la métropole de Lyon, 2 salariés chargés de l'accessibilité à la voirie. Ce qui est quand même pas mal. On a une personne qui a 2 jours par semaine au numérique, et ça date de l'année dernière. Donc c'est tout nouveau et ça nous rend bien service. Le truc étant que, et ça aussi, ça je pense qu'il faut qu'on le dise parce qu'on est un peu tous dans le même cas, enfin en tout cas nos associations et nous les personnes handicapées en général, c'est que c'est très bien que la métropole, la ville de Lyon, le CCA fassent appel à nous. On est des associations, très bien, ils nous financent très bien, mais en attendant, nous on se retrouve, on est des bénévoles, on est face à des experts, on est de la main-d'œuvre gratos, ça il faut le dire aussi. Ça pourrait très bien être des postes salariés pour des gens, mais on reste de la main-d'œuvre gratos. Alors on essaye de travailler pour essayer de favoriser la professionnalisation, mais je sais pas, j'ai pas encore trouvé par quel bout prendre la chose, moi. Parce que c'est tellement ancré dans les mentalités que les associations sont là. Alors c'est très bien qu'on soit consulté, c'est super, hein, ça je dis pas le contraire. Mais voilà, on reste que de la main-d'œuvre gratos et en attendant, nous on vide nos aides. Je vous assure que moi, vu le paquet d'ordres que je fais, j'ai aucun scrupule à vivre de mes aides de l'État. Mais alors aucun. Odile, perdu là-bas, ici présente, peut peut-être prendre la parole. Pour dire sur des choses que vous disiez, qu'il y avait un problème au niveau de la conception, etc. Je pense qu'on est arrivé à un stade de la conception où les gens sont bien sensibilisés. Le problème, c'est au moment où les choses se font et que là, les ouvriers, les professionnels, et ils se rendent pas compte que parfois, ils sont en train de faire quelque chose qui, de leur point de vue, serait quand même bien plus facile. Et en réalité, ça passe après à la réception des travaux. Donc, vous disiez sur la réception des travaux, on vous consulte. Donc, c'est bien qu'on vous consulte à la réception des travaux. C'est pas bien qu'on vous consulte pas. Oui. La sensibilisation
Et personne qui doit faire le travail, à mon avis, n'est pas fait du tout. Ça ne rentre pas dans la formation des gens. Et c'est vrai aussi sur la gestion des prestataires, c'est vrai sur beaucoup de gens comme ça, et notamment dans les dates, tous les endroits où normalement c'est des postes qui sont à basse qualification, sous prétexte que c'est basse qualification, il y a beaucoup de choses qui sont considérées comme réservées à une forme de, un autre niveau de diplôme, et du coup, c'est pas fait. À un moment donné, ça a forcément... Nous, là, on est en train de travailler justement avec le Citral, qui est la régie de transport lyonnaise, et on sensibilise les gens les chefs de chantier qui s'occupent des travaux, notamment du tramway là. Vous voyez, pour nous, donc c'est une grosse galère, et ils apprécient vraiment ces sensibilisations, et ils se demandent ils vont essayer de faire que ça soit autant obligatoire pour les ouvriers que l'accueil sécurité, la formation sécurité qu'ils ont. Mais carrément. Les transports sont un peu en avance sur d'autres concepteurs, parce que quand on voit par exemple une plaque à induction, c'est pas pour une personne non-voyante, une plaque à induction, c'est vraiment pas facile à utiliser. Il faut aménager soi-même, il faut mettre des petites pastilles. Voilà. Ça pourrait être très bien fait à la conception. Ah, mais complètement, on pourrait intégrer les petits dispositifs relief, oui, tout à fait. Pourtant, c'est du grand public. Mais il y a plein de choses comme ça. Surtout l'électroménager. Après, les personnes qui ont des problèmes de vision, c'est pas un petit pourcentage de la population. Non. Si on intègre les personnes âgées, ça fait du monde. Hein. Sans parler des problèmes cognitifs. Alors, on parle beaucoup du numérique, mais moi, sur le terrain, ce que je vois, c'est que les personnes âgées, elles sont très perdues. Dès qu'on est sur une application, et tout va passer par là, c'est un peu une catastrophe. C'est un écueil qui nous pend au nez parce que tout est amené au numérique. Donc, dans les 10 ans qui viennent, les gens qui sont pas dedans, ils seront dehors. Hein. Bonjour, je te voyais réagir lorsque on parlait des conditions d'accès de cet immeuble-ci. Entre le 37 et le 35, mais si tu prends la parole, parle fort parce que je sais pas je crois pas que tu as un micro là. Alors oui, je réagis puisque ce matin en arrivant, je faisais la remarque à Pierre suite en disant, alors moi je fais partie d'une entité d'APF France Handicap qui s'appelle Picto Access, qui veut bien dire ce que ça veut dire, pictogramme d'information sur l'accessibilité, et je disais tiens, il y a des informations, mais elles ne sont pas accessibles. C'est-à-dire que les informations sont disséminées, elles ont été posées sans réflexion. Elles ont été décoordonnées, elles ont le mérite d'exister par contre, mais elles sont inutilisables. Et on se retrouve dans un cas qui est vraiment intéressant, c'est que l'accessibilité, les informations d'accessibilité, on oublie toujours qu'il faut que ce soit simple, que ce soit visible, compréhensible, et que le plus simple, c'est de se dire que il y a des usagers multiples, et qu'à un moment donné, il faut juste se poser la question. Je me mets à la place de l'usager, je viens devant la porte et je me dis, finalement, est-ce que c'est visible? Non. Moi, je n'ai pas vu les informations, je les ai cherchées, et ça a été ma première anecdote en arrivant. Elles existent, mais elles ne sont pas accessibles parce que disséminées, mal positionnées, et pas visibles ou compréhensibles pour le public moyen. Voilà. Donc c'était vraiment intéressant, et c'est vrai que je réagissais en vous entendant parler sur les arrivées, sur les portes et autres, parce que c'était la première remarque de ce matin. Et est-ce que ce travail, justement, je vous parle à tous les deux, madame et monsieur, est-ce que ce travail qui est fait avec Picto Access, avec les villes, je connais notre Laurent par un, est-ce qu'il est envisagé pour la grande métropole du Lyon? Ça, nous, on travaille aussi sur la signalétique. Bien sûr, oui. On a même fait, justement, parce que CARPA a aussi une branche de formation qui s'appelle CARPA Access et qui réalise des audits, mais plutôt des audits, pas dans le sens, expert, mais sous le couvert d'une entreprise, mais des audits utilisateurs. Et on a participé notamment à l'audit d'un institut de formation qui est quand même l'INTEFP, qui dépend du ministère du Travail ici à Marcy-l'Étoile. Et au niveau signalétique, c'est zéro. Et effectivement, nous, on met ça pour nous, la signalétique, ça va avec le cadre bâti, avec l'accessibilité physique des bâtiments. Et on a aussi audité une formation que propose ce centre, là, que ça soit du point de vue de l'inscription,
un entretien, l'entretien préalable qui a été proposé aux gens qui souhaitent être formés. On a également audité l'accessibilité des documents associés à la formation et on a fait les 3 jours de formation, comme tout client, pour étudier juste l'accessibilité. Et ça, c'était super intéressant, on leur fait des gros retours. Et derrière ça, on a également formé le personnel d'accueil de cet institut de formation. Et vous connaissiez Picto Access? Je connaissais pas Picto Access de nom. APF France Handicap, oui. Maintenant, je suis pas suffisamment experte en APF France Handicap pour connaître toutes leurs branches. Je sais qu'ils en ont beaucoup, mais ouais. On connaît le carte Access puisqu'on s'était rapproché, voilà. puisqu'on a la même famille. Hein, APF bah France oui, Handicap est un des membres fondateurs. Mais c'est intéressant d'entendre ce qui est proposé parce que je pense que ce qui est original et qui va être chauvin, là, en contexte lyonnais, je pense que je vais le soutenir dans votre slogan. Mais ouais. Moi, je suis pas lyonnaise, alors je m'en fous. C'est que le CARPA, c'est que c'est un collectif. Et en fait, à un moment donné, donc il y a une défense de l'usager à besoins spécifiques. Sans rentrer, tiens, APF, là, les paralysés, Valentin, oui, voilà ceux qui voient pas. Enfin, c'est ce qu'on peut entendre des fois dans CCA ou dans des CIA. Et l'avantage que je trouve intéressant sur le territoire, c'est que vous avez un collectif qui permet de comprendre l'usage et ensuite vous avez développé un service qui est le Carte Access qui permet de monétiser. C'est ce que vous disiez tout à l'heure. C'est ça. En effet, à un moment donné, la puissance publique ou l'acteur privé, si on revenait sur les banques, a des moyens financiers. Il a une mission d'intérêt général et une de ses missions d'intérêt général, c'est les conditions d'accueil pour toutes et tous, au-delà du réglementaire. Et il n'a pas forcément l'expertise. Et l'expertise, il peut aller la chercher dans les associations, mais aujourd'hui, on a aussi des expertises qui ont été développées par les associations puisqu'on se comporte comme des ingénieurs. Parce qu'on est des maîtres d'œuvre dans exactement. Et donc, à ce moment-là, c'est une expertise qui se monétise parce qu'en plus, elle permet, je vais aller dans votre sens, et dans le sens même de la journée, c'est que si on veut aller dans un cercle vertueux, elle permettrait tout simplement aussi de créer des emplois de diagnostiqueurs et d'auditeurs pour des personnes qui sont éloignées de l'emploi ou mis à côté de l'emploi parce qu'elles sont elles-mêmes en situation de handicap. Ça ne veut pas dire que parce que vous êtes en situation de handicap, vous serez un meilleur diagnostiqueur. Non, ça veut juste dire que vous êtes tout autant légitime qu'un autre à faire un emploi et qu'il y a des activités économiques rentables qui peuvent se générer par notre monétisation. Voilà. Il faudrait donc créer une école particulière dédiée à cela. On pourrait. Il y a déjà dans certaines universités, notamment ici, je crois à Lyon 2, il y a, parce que c'est la grande mode maintenant, parce que les entreprises doivent se doter de référents handicap. Seulement, il n'y a pas de formation. La loi, elle dit, vous devez tout avoir un référent handicap. Qui c'est qui les forme, ces gens-là? En plus, c'est des gens souvent de l'entreprise qui connaissent rien ou pas grand-chose au handicap. On leur demande d'être référent handicap. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça inclut? Qu'est-ce qu'il y a dedans? Donc là, la formation, elle arrive. Les formations en audit accessibilité numérique, en tout cas, ça commence à se faire aussi. Mais effectivement, là, je pense que avant de former ces gens-là, il faudrait déjà sensibiliser tous les concepteurs de quoi que ce soit des industriels, des architectes, c'est par là qu'il faut commencer. Tant qu'on n'aura pas ça, si les gars, ils font des choses en dépit du bon sens et que l'on arrive derrière pour leur recasser le truc et leur dire non, les gars, c'est pas ça, faut refaire, c'est quand même un peu dommage. C'est un vaste programme. Oui, parce que ça concerne aussi bien la cafetière que l'appareil, que l'ordinateur, quoi. Les ordinateurs, quand même, il y a plus grand, non, je veux dire, la programmation du site web, c'est-à-dire une fois qu'on ne l'a pas prévu initialement. Ah oui, voilà. Ouais. Et qu'il faut tout refaire, c'est la croix et la bannière. Voilà, on est d'accord. Alors, il y en a, ils nous proposent, mais on va vous créer un site internet pour vous. Mais ouais, c'est ça, les gars, bien sûr. Quand il y a une banque, on va être dans un établissement public, on va créer un ascenseur ou un truc, mais ça sera que pour les personnes en fauteuil ou que pour... Non, mais on va où? On va où, quoi? Non, ça marche pas. Il y a quelqu'un qui dans le reconnaît ça. Il faut créer une école. Une fois de plus, moi, je trouve pas. C'est mieux que ça soit dans toutes les formations. Dans l'enseignement, sensibilisation. Oui, la situation de handicap, de la même manière, parce que c'est que l'éco-conception, les limites de l'humanité, c'est des choses qui sont indispensables pour continuer à vivre sur cette planète. À un moment donné, ça doit être reconnu. Après, je pense qu'il faut pas être trop pessimiste, parce que c'est quand même quelque chose qui arrive. Donc, peut-être l'occasion d'en parler cet après-midi. Autant dans les écoles d'ingénieurs, les écoles de commerce, c'est un sujet, c'est un vrai sujet. Il y a une volonté déjà. Il y a une volonté. Ils vont chercher l'info. Vous arrivez sur un master en RH tout à fait ordinaire, vous regardez la liste des mémoires qui sont choisis, en général, c'est toujours sur des sujets qui sont liés à ce genre de problématiques qu'aujourd'hui. Donc, il ne faut pas non plus désespérer, mais à mon avis, il ne faut pas, une fois de plus, créer une espèce de ghetto de spécialistes, et au contraire, montrer que c'est
Voilà. C'est universel, ça doit être universel. C'est très intéressant, c'est un exercice intellectuel et pratique extrêmement intéressant que de se mettre en situation de handicap. Et que du coup, ça permet d'être beaucoup plus intelligent collectivement. C'est d'autant plus incroyable, c'est que on est tous touchés par ça, que ce soit par le handicap ou par le vieillissement. Donc, il n'y a pas une population, c'est toute la population. Voilà. Et là-dessus, on n'a pas su travailler. Et c'est vrai que si on avait fait tout de suite certaines formations, là, ma collègue disait tout à l'heure, bon, il y a des référents handicap partout. Oui, c'est vrai, hein. Mais souvent, avec C'est ça, mais c'est parce que c'est une obligation légale qui est venue avant l'obligation de formation. C'est comme on a pris le truc à l'envers, là. C'est souvent quelqu'un qui est porteur d'un handicap et qui a déjà une histoire personnelle. Et après, sinon, bah, il n'y en a pas, parce que justement, l'entreprise n'a pas du tout pris en compte ce sujet-là. Non, et elle préfère payer la taxe. C'est la taxe. Non, mais c'est bonne conscience. Voilà. Je trouve qu'il y a des bonnes choses quand même au niveau des universités, des établissements d'études supérieures. Donc là, par exemple, nous, l'année dernière, en 2023, pour locaux Atlas, dont vous en avez parlé tout à l'heure, on a été missionnés pour développer un outil de sensibilisation, donc chez Domino, au handicap, pour former tous les étudiants d'une école de management. Voilà. Déjà, ils sont financés par locaux Atlas. En ce moment, c'est l'université de Bordeaux qui fait un appel d'offres justement pour un outil comme ça à destination de tous les étudiants, et ça commence à faire partie des cursus. Tant mieux. Oui. Plus qu'une minute de discussion. Et pas une minute de silence, merci. Hein. Par rapport à l'accessibilité des ERP, donc là, il n'y a pas très longtemps, le Fonds national de l'accessibilité qui a été développé, donc il peut, on va dire. Le Fonds national, j'ai pas le Fonds national. Le Fonds territorial. Voilà, pardon. Mais alors, c'est quoi? Alors, ça va être des pauvres services civiques qui connaissent rien, qu'on va envoyer. Il y a des moyens qui sont mis pour les ERP pour travailler sur l'accessibilité. C'est tout neuf. Hein. Ça va être Fonds territorial. C'est le Fonds national d'accessibilité. C'est pas territorial. Ah bon, vous êtes sûr que c'est pas territorial? Parce qu'il y a territorial aussi. Hein. National. Il va y avoir un numéro vert. Voilà. Et c'est donc des moyens financiers qui sont mis à disposition des ERP. C'est aux ERP à faire ces démarches. Alors bien sûr, c'est des dossiers qui sont un petit peu énormes, mais il y a ces fonds. Alors bien sûr que c'est pas encore assez parce que c'est peu, mais il existe. Et aux villes de faire passer aussi ce dispositif auprès de leurs ERP sur leur territoire. Ouais, enfin après les contributions, c'est un peu. Au niveau des contributions, je sais plus les contraintes, mais c'est quand même. Je crois que c'est s'il y a pour tant de travaux, la ville, le Fonds national finance tant. Enfin, c'est quand même assez. Alors c'est toujours un peu la croix et la bannière. Ouais, mais il y a aussi d'autres dispositifs autres que l'accessibilité du cadre bâti qui vont être pris en charge, c'est-à-dire aussi tout ce qui va être FALC, facile à lire et à comprendre, qui sont pris en charge pour les ERP, pour l'accueil des personnes, notamment des centres médico-sociaux aussi. Et les centres médico-sociaux, les centres médicaux ont été rajoutés dans la page de l'accessibilité de ce fonds. Ce qui est important parce que il y a très peu de centres médicaux qui sont accessibles. On me dit qu'on doit arrêter, n'est-ce pas? C'est ton message? C'est ça. On fait une pause de 15 minutes pour se rafraîchir. Et je crois que c'est aussi lié à la recharge des appareils, non? Alors, vous savez que Zoom enregistre sur l'ordinateur ce qui a été dit, nos échanges. Eh bien, écoutez, je suis très heureux de faire votre connaissance. Merci, moi également. Donc, moi, je suis Swazik. Et en fait, j'ai un handicap lourd de mobilité réduite depuis, on va dire, fin 2016. Et en passant peut-être la partie médicale, ma première expérience professionnelle et de voyage qui a été assez incroyable pour moi, c'était mon SVE, donc le service volontariat européen que j'ai fait entre 2017 et 2018.
Alors ça a été très difficile à mettre en place parce qu'à ce moment-là, on ne savait pas trop ce que j'avais, on pensait que j'avais quelque chose de plutôt temporaire. Donc quand j'ai postulé, j'ai eu mon entretien. Alors mon entretien, c'était avec un musée, c'était le musée du jouet à Vilnius. Durant mon premier entretien, je n'en ai pas parlé. Et puis quand finalement on m'a accepté donc pour cette offre de volontariat, là j'ai commencé par expliquer donc que j'avais donc des problèmes de mobilité, mais que bon ça devrait pas trop durer, mais qu'en gros voilà j'avais ces difficultés à marcher. Et ce qui a été bien, en tout cas, bon, la Lituanie, c'est pas un pays hyper accessible, mais bon, on a quand même communiqué. On m'a donné une association en lien avec des personnes handicapées. On m'a mis en contact avec des taxis sociaux et on m'a expliqué que je ne pourrais pas avoir de logement accessible. Il y avait 10 marches pour monter. Et après un ascenseur, on m'a demandé si ça allait. Bon, moi, j'ai dit oui, ça devrait aller. Donc, je suis partie. Alors, à l'époque, j'avais déjà un fauteuil roulant manuel, mais j'avais décidé de pas l'amener, justement par rapport à ces 10 marches à monter. Et j'avais encore le regard que le fauteuil roulant, c'est un peu stigmatisant, ça va faire peur aux gens et tout ça. Et bon, je pense qu'en fait, c'était pas une bonne idée. C'était vraiment mieux d'avoir le fauteuil roulant parce que le fauteuil roulant, c'est une aide. En fait, c'est vraiment une aide à la mobilité. Et donc, pour parler un petit peu du projet en lui-même, donc le projet, donc c'était assister un petit peu les collègues du musée du jouet à Vilnius, c'est-à-dire les aider à accueillir les visiteurs, expliquer un petit peu aux visiteurs quel est le principe du musée, le principe de l'exposition, et aussi leur montrer un petit peu les jeux, tout ce qu'ils peuvent faire. Alors, on m'avait proposé aussi de travailler sur un projet qui est de répertorier tous les musées du jouet en Europe parce que c'était une tâche à faire assise, donc sur un écran d'ordinateur qui n'impliquait pas de mouvement. Donc ça, c'était un petit peu une manière d'aménager le projet. Ma tutrice aussi, donc la directrice du musée qui était ma tutrice, elle m'avait aussi proposé de faire 1 ou 2 jours de télétravail par semaine, donc de rester dans l'appartement pour ne pas avoir à me déplacer. Bon, sachant que moi, j'avais envie de me déplacer, mais par contre, j'étais obligée de me déplacer en taxi parce que c'était pas possible autrement. Et d'ailleurs, au départ, c'était vraiment les déplacements, c'était appartement, musée, musée, appartement. Mais bon, c'était déjà énorme pour moi. Donc ça, c'était mon service volontariat européen. Bon, il y a eu pas mal de hauts et de bas, mais j'ai dû quitter un moment le projet parce que ma santé empirait. Je suis retournée en France et puis après j'ai fait des examens et finalement j'ai décidé quand même de retourner en Lituanie, terminer mon projet. Donc j'ai fait 7 mois au lieu d'1 an. Et en fait, ce que j'ai vraiment beaucoup aimé de la part, en tout cas, de tous les acteurs, que ce soit l'association d'envoi, l'association d'accueil et l'association coordinatrice, c'est qu'elles ont toujours une attitude positive par rapport à moi. Elles m'ont toujours encouragée à poursuivre le projet, à ne pas abandonner. On aurait très bien pu me dire, oh là là, Swazik, t'es très malade, ça nous fait peur. Vaut peut-être mieux que tu arrêtes le projet, mais il n'y avait pas du tout cette attitude-là. Et ça a vraiment, vraiment aidé. Je pense, au-delà d'essayer de trouver des manières de rendre le projet plus accessible, je pense que l'attitude des gens, c'est très, très, très important parce qu'on peut avoir un projet super accessible, mais si l'attitude des gens s'ils n'ont pas cette approche d'ouverture, par rapport aux possibilités de chacun, je pense que ça ne peut pas marcher. Et alors, il y a un truc que, bon, moi, à l'époque, je connaissais pas trop Erasmus. On m'avait parlé, pour les personnes handicapées, de partir que 2 mois. Mais moi, j'avais vraiment envie de faire un projet long terme. Et bon, du coup, j'ai dû financer les taxis. Bon, sachant que la Lituanie, c'est quand même moins cher. Mais c'est vrai qu'après, j'ai appris qu'il y avait des prises en charge avec Erasmus+, pour des moyens de compensation. J'aurais bien aimé pouvoir bénéficier de ça. Mais après, c'est pas grave. Et en fait, j'ai décidé d'abord de parler de cette expérience parce que ça a été vraiment un élément moteur. Ça m'a fait découvrir un nouvel univers, à la fois un nouveau pays,
une nouvelle culture. Et puis, j'avais aussi voyagé avant. Bon, peut-être je vais revenir brièvement, mais en fait, bon, avant d'avoir cette maladie, j'avais vécu 6 ans en Écosse. Je connais bien l'Écosse, donc j'étais déjà un petit peu impliquée dans la mobilité internationale et ça a toujours été un moteur pour moi. Et ce qui est intéressant, c'est que grâce à cette expérience du service volontariat européen en Lituanie, en revenant en France, j'ai postulé donc dans un musée du jouet. Alors c'est un musée du jouet qui est dans le 78 à Poissy, qui était en rénovation. Et j'ai fait une candidature spontanée et j'ai pu finalement travailler comme agent d'accueil, alors comme vacataire à temps partiel. Et j'ai travaillé de 2019 à 2022. Alors ça a été aussi un petit peu compliqué parce que le musée était en rénovation, donc ils avaient décidé d'installer un élévateur, ce qui était déjà bien, mais l'élévateur n'était pas au niveau de l'accueil, donc moi j'étais agent d'accueil, je travaillais à l'accueil. Et en fait, finalement, durant l'entretien était assez mitigé avec la directrice du musée. Elle a vraiment dit, j'ai des réserves par rapport à votre handicap. Et finalement, on m'a quand même proposé le poste, donc j'étais surprise. Moi, ce que j'avais demandé, c'était de pouvoir voir le musée avant pour voir si c'était faisable. Finalement, je suis presque contente de ne pas l'avoir fait parce qu'effectivement, il y avait quand même des problèmes d'accessibilité, même s'il y avait vraiment un effort de la part du musée à rendre le musée plus accessible, sachant que c'est un musée qui est classé, c'est une ancienne abbaye, il y a des pavés. C'est très compliqué de rendre ce genre de bâtiment accessible à 100%. Mais voilà, moi, je suis très contente d'avoir pu travailler donc au musée du jouet de Poissy. Alors sachant aussi que oui, il y a eu des obstacles donc par rapport à l'accessibilité. Moi, je ne travaillais qu'à l'accueil, je ne pouvais pas travailler dans le musée, donc il y avait des tâches que je ne pouvais pas effectuer comme ranger les jouets, fermer les lumières, ce qui fait que j'étais toujours dépendante de mes collègues par rapport à ça. Si par exemple ma collègue était malade, je ne pouvais pas expliquer à un remplaçant ou une remplaçante comment faire ceci, comment faire cela. On partageait aussi l'espace de travail. Alors moi, j'ai une photophobie par rapport à mes yeux, donc je suis très sensible à la lumière du soleil, à la lumière des écrans. Et on avait aussi le soleil vraiment parfois qui nous tapait en face de nous. Alors on a réussi à avoir des stores, ce qui était une première étape, sachant que c'était pas vraiment parfait, mais c'était un début. Et je baissais aussi la luminosité de l'ordinateur et le contraste. Et ce qui était pas évident, c'est que comme on partageait l'écran avec des personnes plus ou moins jeunes qui sont pas super à l'aise avec l'ordinateur, ça crée parfois des tensions parce qu'on me disait quand t'as terminé, tu remets la luminosité comme elle était avant. Le fait que je porte la casquette aussi, en fait la casquette ça me permet de gagner un peu plus d'ombre. J'ai une collègue qui m'a fait une réflexion aussi, Soisic, dans le service public, tu n'as pas apporté la casquette. Et bon, ce n'est arrivé, c'était vraiment qu'une collègue. Mais ce genre d'attitude, ça n'aide pas. Surtout que le fait, vraiment notre travail, c'est d'accueillir les visiteurs. Moi, j'aimais beaucoup le contact avec les visiteurs. D'ailleurs, j'ai très peu de remarques de la part des visiteurs par rapport à ma casquette. J'étais vraiment là pour qu'ils se sentent bien accueillis, pour qu'ils comprennent bien voilà comment le musée fonctionne et vraiment qu'ils passent un temps agréable avec leur famille ou leurs amis. Donc ça, c'était voilà. Et en 2022, on a refait revenir l'ergothérapeute, parce qu'il y a un ergothérapeute qui est venu et là qui a un petit peu modifié le poste d'ordinateur, le bouger un petit peu pour qu'on ait moins le soleil en face, sachant que comme j'étais qu'à 30%, que je n'étais pas là très souvent, c'était aussi difficile de demander des aménagements qui gêneraient un petit peu les autres personnes qui étaient
qui était vraiment à temps plein. J'ai eu un moment envisagé à travailler à temps plein, mais bon, cette même collègue aussi m'a fait comprendre que, en gros, ce serait un handicap pour les collègues de m'avoir à temps plein. Donc ça aussi, c'est pas quelque chose qui encourage à travailler, sachant aussi que tout ce qui était imprimante, scanner, c'était au premier étage, ce n'était pas accessible. Donc finalement, il y avait quand même une envie d'aménager le poste, mais c'était pas possible vraiment de le rendre aménageable à 100%. Alors ensuite, par rapport à, donc j'avais ce travail au musée du jouet, et en fait, comme je commençais à être de plus en plus en lien avec Erasmus+, avec les formations internationales, j'ai eu la chance de participer à plusieurs formations internationales. La première, c'était sur la paix. Il y en avait une aussi sur tout ce qui était première approche du travail en contexte international. Et cela aussi, le fait d'avoir fait le SVE, qui est maintenant le CES, ça m'a permis de rejoindre le réseau des Europeers. Alors, les Europeers, c'est un réseau d'ambassadeurs de jeunes qui ont fait des programmes européens. Au départ, c'était surtout le CES. Et ces jeunes, en fait, ils ont tellement aimé leur expérience qu'ils veulent vraiment que d'autres jeunes puissent en bénéficier. Donc, l'idée, c'est vraiment de rendre ces programmes beaucoup plus visibles et accessible, et inclusif pour tous. Et là, ça faisait depuis 2021 que je suis dans le réseau en France, mais ça m'a permis de connaître aussi le réseau à l'international. Le réseau est présent dans 14 pays maintenant. Donc, ça m'a aussi permis de participer à des formations internationales, de rencontrer des gens vraiment de différents milieux. Et j'ai compris aussi qu'avec Erasmus, on commençait vraiment à prendre le concept de l'inclusion très à cœur, très au sérieux, et je me suis rendu compte que dans ce milieu, mon handicap n'était pas forcément vu comme toujours un obstacle, et que ça pouvait permettre aussi à d'autres personnes de mieux comprendre le concept de l'inclusion, comment est-ce qu'on peut inclure une personne en situation de handicap plus facilement. Et donc, grâce au réseau Europeers, j'ai fait partie d'un groupe de consultation toujours au sein de ce réseau, et ça fait depuis 1 an. Là, mon contrat se termine bientôt, mais que je me forme, donc je suis formatrice ou facilitatrice junior, et je co-anime ce groupe de consultation en visio 1 fois par mois. Alors, sachant que la visio, c'est pas toujours évident, mais comme on travaille en équipe, je demande à mes collègues, par exemple, si pour moi, ils peuvent partager l'écran, ils peuvent mettre la musique, comme ça, j'ai moins regardé l'écran. Et puis, parfois, je garde les yeux fermés pour m'épargner les yeux. Et face à ces rendez-vous mensuels en ligne, on a aussi des rendez-vous en présentiel, où là, j'ai co-animé aussi avec mon collègue. Donc, ce groupe de jeunes, c'est un groupe de 12 jeunes de 12 pays européens différents, donc très impliqués dans leur réseau, et qui, justement, ont à cœur d'essayer d'améliorer les pratiques et la visibilité de ces programmes. Et moi, en tout cas, je peux vraiment sentir qu'il y a une progression, par rapport à ce SVE. J'ai vraiment, finalement, j'ai découvert de nouveaux horizons, j'ai vraiment grandi personnellement et professionnellement. Et dans le futur, j'aimerais bien continuer, poursuivre mon apprentissage à mon rythme en tant que facilitatrice, et puis essayer de toucher à différentes thématiques. Et c'est vrai qu'au sein des Europeers, en tant qu'ambassadrice, je voulais aussi promouvoir ces projets aux jeunes en situation de handicap. Pas seulement aussi, tous les jeunes qui sont un petit peu éloignés de ces thématiques, c'était vraiment un projet pour moi. Mais je n'avais pas vraiment les bons contacts, c'était vraiment beaucoup de travail. Mais bon, c'est toujours quelque chose qui m'intéresse, et c'est pour ça que je trouve que votre projet aussi est vraiment très 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 intéressant. Et bon, il y a beaucoup à faire, mais je pense aussi qu'Erasmus a beaucoup à apporter aussi aux personnes en situation de handicap, et pas que. Oui. Oui. Parmi toutes vos activités, toutes vos expériences de vie et d'inclusion professionnelle, quels sont les dispositifs qui vous ont le plus aidé à surmonter l'obstacle de votre handicap? Quels sont
les dispositifs institutionnels, les dispositifs associatifs. Quelles sont les choses qui ont fait que... Parce que je vois beaucoup de volonté et beaucoup de courage. J'ai l'impression que vous vous êtes hissé vous-même au niveau que vous avez atteint, mais quels sont les dispositifs qui vont le plus aider, qui vous ont le plus aidé? Alors là, ce qui me vient maintenant, c'est le fait qu'on nous rembourse nos frais de transport et moi, on me rembourse le taxi aussi. Alors c'est pas toujours le cas, mais souvent avec l'agence nationale française, notamment avec les Europeers, quand on a des déplacements à l'étranger, on essaye toujours déjà de trouver une location accessible et aussi de rembourser les frais de transport. Après, c'est peut-être moins en lien avec Erasmus, mais je pense que la MDPH m'a quand même m'a quand même aidé, le fait d'avoir la reconnaissance, la RQTH, et puis avoir aussi des aides pour financer mes transports. Enfin, pour moi, c'est pas. Je sais que les gens n'ont pas toujours une très bonne expérience avec la MDPH. Bon, moi, j'ai pas trop à me plaindre de ce côté-là, mais ça a vraiment aidé. Après, je suis sûre qu'il y a plein d'autres choses, mais là, il y a rien qui me vient. Mais les associations, l'association qui vous a permis de faire du volontariat européen, enfin, les associations de passage vers le volontariat européen, comment ça s'est passé? Est-ce qu'il y avait des dispositifs particuliers là? Alors non, pas du tout. Moi, je suis partie avec le CIDJ. J'avais une très bonne, la tutrice, la personne qui me suivait était vraiment très très à l'écoute. Elle était là. J'ai oublié de mentionner, mais ce qui m'a aidé aussi en Lituanie, c'est qu'on avait des mentors. Donc c'était une personne qui était là pour nous si on avait besoin de parler de quelque chose en particulier. Et je pense que ça, au niveau psychologique, ça peut être bien. Alors il y avait une association en Lituanie, je me souviens plus du nom. Après, ils ont pas. Bon, c'est vrai que là-bas, l'aide aux personnes en situation de handicap n'est peut-être pas aussi développée qu'en France. Ils ont fait ce qu'ils ont pu, ils ont essayé de m'aider, mais après, il y a pas, comme j'avais pas de diagnostic, il y a pas vraiment une association en particulier, liée au handicap qui m'a aidé. C'est moi, j'ai fait un petit peu, mais des petites recherches. Après, il y a une assistante sociale, par contre, qui m'a beaucoup aidée. Quand j'ai à mi-parcours, j'ai dû rentrer en France pour faire des examens et j'ai été hospitalisée à l'hôpital de Garches et cette assistante sociale m'a aidée à faire le dossier MDPH et je pense que c'est vraiment grâce à elle que j'ai pu avoir cette reconnaissance et finalement le fait d'avoir la reconnaissance, ça aide beaucoup parce que on voit qu'on a quelque chose, ça nous donne un statut, alors même si statut de personne en situation de handicap, ça m'a permis aussi d'utiliser les transports PAM, parce qu'avant les transports PAM, c'était soit le taxi, soit rien, ça a vraiment quand même un gros coût. Et j'essaie de réfléchir, ce que je pense quand même au niveau médical, j'ai quand même eu des soutiens qui ont pu le fait d'avoir aussi la reconnaissance d'être prise à 100%, ce genre de choses, donc prise en charge des soins et vraiment reconnaissance, qu'il y a un problème parce que c'est vrai qu'avant, quand il n'y a pas de diagnostic, c'est très très compliqué. On n'a pas vraiment de statut, on est un petit peu entre les deux, on n'a pas toute cette prise en charge, donc. Et ça, je comprends pas. Ça veut dire quoi? Il n'y a pas de diagnostic? En fait, je me suis retrouvée pendant 2 ans à avoir des gros problèmes de douleur au genou sans vraiment qu'il y ait d'accident, sans qu'on sache vraiment ce qui se passe. J'ai fait beaucoup d'examens et comme les médecins ne trouvaient rien, ils me disaient que j'avais rien en fait. Ou ils me disaient que c'était dans ma tête, que c'était psychologique, que c'était peut-être une dépression. Et en fait, quand on n'a pas de diagnostic, c'est beaucoup plus compliqué de justifier. On peut pas. Je pense même pour mon SVE. C'était aussi, alors que si j'avais eu un diagnostic, j'ai j'ai ça, est-ce que je peux bénéficier de ceci, cela, mais là on savait pas trop, on était un petit peu en train de patauger, donc c'était ça qui était compliqué. Par contre, ce qui est bien dans le SVE, le CES aussi, c'est l'assistance médicale. Donc, j'avais oublié de mentionner, j'ai fait aussi des séances de kinésithérapie
en clinique qui étaient prises en charge, et ça aussi, ben, c'est quelque chose qui aide vraiment. Et dans le contexte de votre musée en France, la GFIPH vous a aidé? Alors en fait non, parce que j'étais dans le public. Alors là, j'avais demandé au FIP, j'avais demandé à la DRH du musée, enfin de Poissy, de la mairie, un remboursement des frais de transport, parce que la PAM, en allant, j'habite dans le 93 et c'est quand même un coût. Oui. Et la FIP a en partie financé des transports avec la MDPH, mais franchement la FIP c'était très 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 compliqué. Il fallait, bon, il y avait tout un processus, et en fait c'était d'une année sur l'autre. Il fallait pour l'année, une fois que l'année s'était écoulée, il fallait donc donner tous les justificatifs. Et par exemple pour l'année dernière, j'ai vraiment galéré. J'ai vraiment eu l'impression de les supplier pour avoir un petit remboursement. Enfin, je trouve le processus très compliqué. Et vous pensez que c'est spécifique à la FIPH ou c'est pareil pour la GFIPH? Franchement, je sais pas. La GFIP, je crois pas leur avoir demandé, mais j'ai l'impression que c'est spécifique à la FIP ou à la FIPH, parce que déjà on ne peut pas les contacter directement. Il faut que ce soit au niveau de la DRH. Et ce que j'ai trouvé qui manquait aussi à la DRH de Poissy, c'est qu'ils ne savent pas trop comment gérer ces situations de handicap. Et c'est moi finalement qui me suis renseignée, qui me suis rendu compte qu'en fait la FIP pouvait financer une partie des transports, mais la DRH il ne savait pas en fait. J'ai trouvé qu'il y avait y compris une partie des aménagements de votre poste de travail. Enfin, beaucoup de choses auraient pu être aménagées et prises en charge financièrement. Oui, alors ça, après, on me l'a dit avec la GFIP, mais le problème, c'était que comme j'étais vraiment je travaillais une fois par semaine, et en plus, on partageait le poste, c'est très compliqué de demander des aménagements quand on est si peu. Et en plus, quand il y a certaines collègues, sachant qu'il y avait des collègues très bien aussi, je veux pas diaboliser, mais c'est pas évident quand on a un ordinateur et qu'en fait, ça tourne, d'essayer de mettre des aménagements en place alors qu'on n'est pas là. Enfin, j'avais trouvé difficile de légitimer ça, en fait. Très bien. Écoutez, merci. C'est très bien parce on avait accordé 15 minutes à chaque personne. D'accord.